Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, à l'émission Le Touche-à-tout, j'ai deux invités. Deux invités, vous allez comprendre facilement pourquoi. J'ai une invitée, mais j'en ai deux. Puis ils sont très importantes toutes les deux. J'ai à ma droite celle qui professe le métier de médecin en podiatrie, le docteur Audrey Lessard. Alors, bonsoir, docteur Lessard. Bonsoir. Bonsoir. Et j'ai à ma gauche l'interprète Josée Cyr, parce que le docteur Audrey Lessard, comme vous avez pu vous en rendre compte, est muette. Mais ce qui ne l'empêche pas de foncer dans la vie. Vous allez voir au cours de la demi-heure, parce que j'ai le plaisir de l'avoir avec moi durant toute l'émission. Quand je dis « elle », je parle aussi de Josée. Vous allez comprendre tout le temps, parce que l'une ne va pas sans l'autre. Donc, docteur Lessard, vous êtes podiatre depuis combien d'années? J'ai commencé ma 7e année, là. J'ai gradué depuis juin 2009. De quelle université? À l'Université du Québec, à Trois-Rivières. Et j'ai complété mon externat au Metropolitan Hospital à New York. À New York, bon. Qu'est-ce que c'est pour une personne qui a un handicap de ne pas parler et de suivre un cours aussi pointu que la podiatrie? Ce qui m'a aidé le plus, c'est d'avoir développé la lecture française, la lecture labiale. Dès mon plus jeune âge, mes parents ils m'ont aidé beaucoup pour l'apprentissage de la lecture labiale et un peu de signes, comme soutien visuel, comme aide à la communication. C'est ça qui vraiment m'a aidé le plus. La lecture labiale, pourquoi? Parce que le langage des signes, selon moi, il y a une limitation d'à peu près 12 000 mots de vocabulaire. Ce n'est pas suffisant par rapport au vocabulaire qu'on peut retrouver dans le milieu médical. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je sois capable de lire sur les lèvres, absolument. Est-ce que ça veut dire que là, je vais poser une question, tu es capable de lire sur mes lèvres? Est-ce que tu es native? Oui, j'avais compris ce que vous aviez dit. Ah oui? Alors, est-ce que tu es native de Thetford? Oui, de Thetford, oui. OK. Et tu professes depuis 7 ans, mais tu es à Thetford depuis combien d'années? Depuis 2011. 2011. Donc, ça fait 5 ans. Oui. J'ai débuté ma carrière à Brossard, dans la plus grosse clinique de podiatrie au Québec, pour débuter ma pratique. Puis par la suite, j'ai ouvert à Lévis parce qu'il n'y avait aucun docteur en médecine podiatrique sur toute la rive sud de Québec à l'époque. Ah bon? Puis les gens de Thetford venaient souvent à Lévis. Puis là, ils me disaient « Mais Audrey, pourquoi tu viens pas à Thetford? » Ben oui. Le monde voulait me voir, mais c'est pas tout le monde qui était en mesure de se déplacer. Fait que je me suis dit, bon, je vais regarder ça. Pour finir, par ouvrir un petit bureau pour commencer. Ah bon. Et là, ça fait 5 ans. Oui. Et toi, Josée, tu es là depuis combien d'années? Moi, j'ai commencé en mai 2013. En 2013, ça fait 3 ans. Et comment tu l'as recruté, ton interprète, Audrey? Pendant mes études à l'université, j'avais une interprète qui s'appelle Sonia à Sherbrooke. Et elle a un bon réseau de contacts dans les interprètes. Et à l'époque, en 2013, j'ai appris que mon interprète de Lévis ne voulait plus travailler à Thetford. Donc là, je me retrouvais dans une situation où je ne savais pas quoi faire. Est-ce que je fermais Thetford? Fait que j'en ai parlé avec Sonia, vu que c'est une bonne amie à moi. Elle m'a dit, ben non, Audrey, ferme pas Thetford. Je vais chercher quelqu'un. Peut-être je connais quelqu'un à Thetford. Je vais la rejoindre pour voir. Fait que c'est comme ça qu'on s'est trouvés. Ah bon. Et toi, Josée, comment ça se fait que tu parles par les signes, que tu connais le langage des signes? Bien, moi, en fait, j'ai appris le LSQ, la langue des signes québécoise, en parallèle avec mes études secondaires parce que j'avais des amis, puis les parents étaient sourds, puis ça a comme piqué ma curiosité. Et aujourd'hui, tu gagnes ta vie avec ça? Ben oui. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est ton bras droit? Oui. Oui? Ah, c'est oui. Oui, mon bras droit, sans hein? doute. Même mon deuxième cerveau. Oui.
Quel genre de complicité que vous avez entre vous autres? Est-ce que vous êtes devenus des bonnes amies? Ça fait 3 ans, là? Oui, ça exige beaucoup de respect mutuel, beaucoup de communication entre nous pour fournir le meilleur service aux patients, Oui. pour que ça aille bien au travail. OK. On va en parler du travail. Qu'est-ce que ça fait sur un podiatre? Un podiatre, c'est le spécialiste qui regroupe tout le domaine des pieds, des chevilles et également des membres inférieurs. Ça se compare un petit peu avec un dentiste, dans le sens, bon, les dents, le dentiste, les pieds, le podiatre. La différence entre la nouvelle génération aujourd'hui de podiatres versus l'ancienne génération, elle est dans les années 70-80 à Montréal. C'était une pratique au niveau des ongles, fraiser, couper, enlever la corne, enlever l'hyperkératose, la corne. Donner des petites instructions au niveau des souliers. Mais aujourd'hui, depuis le programme de médecine podiatrique qui a été implanté au Québec, c'est une profession qui nous permet de faire des diagnostics podiatriques, de faire des radiographies, prescrire des médicaments, prescrire des orthèses, faire les empreintes des pieds, faire des interventions chirurgicales au niveau du pied, des infiltrations de cortisone aussi. Il y a beaucoup d'éducation à faire chez les patients diabétiques aussi. Ah bon. Alors là, tu as un diabétique devant toi et je sais qu'il faut que je fasse attention pour toujours garder, comment on appelle ça, là, dans les pieds. Là, quand je pisse une petite roche, ça me fait mal, je suis content. J'ai encore beaucoup de sensibilité aux pieds. Non, la sensibilité au niveau de votre pied? Oui. OK. Parce qu'on m'a dit que c'était l'endroit le plus dangereux pour un diabétique, étant donné que c'est la partie la plus loin. Elle est sûrement en mesure de m'en parler, elle. Le pied a beaucoup de terminaisons nerveuses. Oui. Parfois, les personnes diabétiques, avec une perte de sensibilisation, peuvent marcher sur le plancher, avoir une écharde, rentrer un clou, un morceau de bois au niveau de la peau, puis ils s'en rendront pas compte. Oui. Donc, après un certain temps, ça peut devenir infecté. Oui. Ça peut amener une bactérie qu'on appelle la cellulite et la gangrène, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que quand je pèse sur quelque chose que ça me fait mal, ça me fait plaisir. Ici, à Thetford, est-ce qu'un podiatre, tu es la seule podiatre à Thetford? Oui. Alors, est-ce qu'il y a une clientèle satisfaisante? Oui. Beaucoup. Je peux rencontrer des enfants à partir de 1 mois jusqu'à des personnes de 100 ans. Toutes les raisons pour consulter sont très bonnes. Que ce soit à cause de la douleur, pour la prévention, pour l'éducation, pendant la croissance, pour les personnes diabétiques. Oui. Quels sont les cas les plus fréquents que tu rencontres dans ta pratique? La douleur. La douleur au pied. pied. Ah oui. Souvent. Aussi, souvent, on est consulté en dernier recours parce que la profession n'est pas encore très connue. Par exemple, quelqu'un qui a mal aux dents va avoir le réflexe automatique d'aller chez le dentiste. Eh oui. Aujourd'hui, quelqu'un qui a mal à la cheville, à la jambe, au pied, va aller voir son médecin de famille, un orthopédiste, un orthésiste, un chiropraticien, va faire le tour de différents professionnels pour finir par faire des recherches. Puis là, il va en discuter avec des amis pour finir par voir un podiatre. Oui. Mais est-ce que tu bénéficies d'une bonne collaboration des médecins qui savent maintenant qu'il y a une podiatre là, sur place? Oui, absolument. J'ai beaucoup de références. Je suis très heureuse de ça, de voir à quel point la profession se développe dans le bon sens. Bon. Si on te reçoit à mon émission aujourd'hui, c'est parce que le directeur ici de la télévision communautaire me disait « Il faut absolument que tu la rencontres, c'est une femme exceptionnelle. » Parce que tu as réalisé des exploits que même moi, je ne serais pas capable de réaliser, et même les caméramans qui sont en arrière de moi n'ont sûrement jamais été capables de réaliser. Et tu t'impliques beaucoup dans la société.
tu as fait des missions humanitaires. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. OK, d'accord. Je vais vous parler d'une mission que j'ai adorée beaucoup. Ma première mission, c'est au Vietnam, en décembre 2014 jusqu'en janvier 2015. Ça a duré 1 mois. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je ne savais pas si mon interprète allait être à l'aise. C'était la première fois que je le rencontrais aussi. Je savais qu'il parlait bien l'anglais, mais c'est tout. Donc, on est allé au Vietnam avec l'Association des podiatres sans frontières. On était un bon groupe, une dizaine. On avait des étudiants et des podiatres superviseurs, dont moi et Dr. Nguyen, le fondateur de l'Association des podiatres sans frontières. Fait que j'ai parlé beaucoup avec Paul, qui s'appelle mon interprète. Dans l'avion, je lui ai montré des termes au niveau de la podiatrie, de la structure osseuse. Je l'ai formé un petit peu pour qu'il se sente dans le bain un petit peu rendu au Vietnam. Quand on est arrivé là-bas, on s'est rendu compte que même les Vietnamiens ne parlaient pas anglais du tout. Pourquoi? Ben parce qu'on était éloignés, loin des grosses villes, dans les campagnes. On avait des petits locaux dans des églises, souvent, du village. Et Paul s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de barrières au niveau linguistique. Je vais vous donner un exemple. Une personne vietnamienne travaille 7 jours sur 7, prend le temps de venir me voir parce que le curé du village avait annoncé l'arrivée des podiatres qui venaient du Canada. Ils ne parlaient pas beaucoup. Ils vont pointer où ils ont mal. Fait que là, je demandais à Paul, « Bon, à quel endroit vous avez mal, monsieur? » Paul essayait de parler en anglais. Puis là, on se rendait compte qu'il ne comprenait pas un mot d'anglais. Donc, on attendait que le docteur Nguyen vienne nous voir pour pouvoir faire la traduction lui aussi. Oh, Puis là, après ça, Paul refaisait la traduction à moi et ainsi de suite. Donc, il y avait beaucoup de dynamique. Oui. Donc, après une journée, je peux vous dire que j'étais très fatiguée. Je comprends. Surtout au niveau de la concentration. Mais combien c'était enrichissant. Ça, c'est au Vietnam. Oui. En 1 mois, on a vu à peu près 600 patients. Ah, mon Dieu. On voit beaucoup de problèmes au niveau des pieds parce que les problèmes là-bas, les personnes sont nu-pieds ou vont travailler avec des petites gougounes. Ils sont toujours debout à journée longue avec la chaleur. Alors, Tu as fait aussi, je pense, tantôt, on a parlé, un séjour aussi, une mission au Pérou. oui, au mois d'avril passé. Au Pérou, on parle quelle langue? Est-ce qu'on parle espagnol? Oui, Oui. puis un petit peu plus d'anglais, mais bon. pas tant que ça. Je vous dirais qu'au niveau de la difficulté, ça se ressemble beaucoup. Donc, 2 missions coup sur coup, quoi? Oui. Oui. En 3 mois, oui. Et là, on arrive ce que j'appelle au sommet. Tu as gravi l'Everest. C'est bien ça, hein? Oui, jusqu'au camp de base, le numéro 1. Ça veut dire 5364 mètres en 2 semaines. 5364 mètres. Mais comment qu'on... On a commencé de Lukla, le point de départ, puis on a fait l'ascension en 14 jours. En général, ça a bien été. on dit que l'équilibre vient de nos oreilles. Est-ce que toi, tu peux avoir des problèmes avec tes oreilles puis ton équilibre? Effectivement, c'est le plus grand obstacle dans mon cas, vu que je n'ai pas d'équilibre. Donc, j'avais averti les Sherpas au début. Je leur ai demandé que j'aimerais avoir toujours quelqu'un qui m'accompagne. Fait qu'au début, c'est drôle, c'est l'adaptation. Lui s'adapte, moi je m'adapte. On n'a pas la même force. Fait qu'on a décidé que je prenais mon bâton à droite, le Sherpa me tenait le bras gauche et lui utilisait mon bâton gauche. Pendant 2 semaines de temps. Autant pour monter que pour descendre. Ou sur le bord des falaises. Oui. Alors, quelle sorte de défi que ça représente, ça, là, de monter aussi haut, à 5300 mètres, là?
pour quelqu'un qui a des problèmes d'équilibre? J'avais commencé par mon expérience au Kilimandjaro la première fois. Je m'étais entraînée beaucoup, beaucoup, 1 an et demi avant le Kilimandjaro. C'est là que je me suis rendu compte que la difficulté que j'avais pas de Sherpa avec moi au début. Fait que je m'arrangeais toute seule. Je me suis blessée à plusieurs reprises au niveau des genoux, la cheville. Mais je voulais pas lâcher, abandonner. Je voulais aller à mon but. Et l'Everest, j'avais déjà l'expérience du Kilimandjaro avant. Donc, je savais c'était quoi mes besoins. Donc, pour moi, c'était plus un obstacle comme tel. Je savais que j'avais besoin d'un Sherpa et que sinon, c'était impossible. Et qu'est-ce que ça Au représente? Kilimandjaro, pardon. Oui. Ce qui a été difficile beaucoup, c'est que je ne savais pas comment m'organiser. Si les Sherpas n'avaient pas été là, je n'aurais pas été capable de réussir. Ah bon. Mais qu'est-ce que ça représente pour toi, ce défi-là? Un dépassement? Un surpassement de soi. Oui, oui. Et tu l'as fait pour la Fondation Mira? Le Kilimandjaro, oui. On a ramassé 17 000 pour Mira. Donc, tu te préoccupes du bien-être des autres qui ont une autre sorte d'handicap? Oui. J'ai grandi, moi, avec des chiens. Vu que j'étais enfant unique, je suis consciente que c'est important, puis je sais ce que ça nous amène. Ouais. Je suis d'accord avec le rôle du chien dans la vie des personnes aveugles ou des enfants autistes. C'est la meilleure thérapie, la meilleure. Oui. D'ailleurs, on peut le constater quand on voit quelqu'un arriver avec son chien guide. J'ai un ami, moi, tu le connais sûrement, Étienne Gravel, et là, il est à son 2e chien, Mira. Et lui, comme il le dit si bien, ce sont ses yeux. Il a même gardé son premier chien qui est un peu vieux, mais son premier chien, il ne peut pas s'en débarrasser. Il a développé une relation avec son chien, et puis il n'est pas capable de s'en débarrasser. Alors, quand on va chez Étienne, les 2 chiens sont là. Donc, toute l'importance Elle dit c'est merveilleux. Ouais. C'est le meilleur ami de l'homme. Ah, oui, hein, on vient de le dire. Dans ton cas, toi, est-ce que c'est de naissance, ta surdité? Oui, effectivement. Bon. Donc, depuis le tout début, tu as été obligé d'apprendre à te débrouiller sans cette perception auditive. Effectivement. Est-ce que ça t'a nui dans tes études? Ça dépend dans quel sens vous voulez dire ça. Au niveau des notes académiques, je dirais non. Mais je veux dire plus au niveau de l'interprétation à l'université. C'était difficile beaucoup. J'ai eu 8 interprètes juste en podiatrie. Oh mon Dieu! J'avais Sonia qui était là, mais elle s'est rendue compte que la charge de travail était trop élevée pour elle. On faisait 60 à 80 heures par semaine. À un moment donné, à force d'interpréter sans arrêt les cours en théorie, on sait que les professeurs, des fois, ils vont vite. À un moment donné, elle s'est blessée. Elle ne pouvait plus travailler. Donc, on a cherché d'autres interprètes. Souvent, c'était des interprètes qui n'avaient pas de connaissances en médecine. Ils n'avaient pas fait nécessairement les sciences non plus. Donc, moi, il fallait que je les forme en dehors de mes heures d'école. En plus d'apprendre. Oui. Il y a des interprètes qui sont partis en courant, là. Ils avaient trop peur. Oui. Mais au niveau primaire et secondaire, tu as suivi tes cours à quel endroit? Au primaire, j'ai débuté mes études à l'Étincelle, Ah, ici, dans à Thetford. un groupe adapté avec Sylvie Marcoux et France Camden. 2 professeurs qui étaient là, qui s'occupaient d'un groupe de 5 ou 6 élèves sourds à l'époque, jusqu'à la 3e année du primaire. À ce moment-là, la commission scolaire a décidé de fermer la classe pour des raisons administratives. Mes parents voulaient que je reste à Thetford. Donc, certaines personnes disaient à mes parents, « Ben là, c'est pas un bon choix. » Ils préféraient que j'aille dans une école spécialisée pour les sourds. Mes parents n'ont pas voulu.
Ils voulaient que je sois intégrée dans une classe régulière. Que je ne sois pas mis à part de la société. Oui. Fait que c'est comme ça que j'ai appris à faire face à mes barrières, une à la fois. Ça m'a forcé beaucoup à lire sur les lèvres. Par exemple, je m'en vais au McDo puis je veux commander des croquettes de poulet. Bien, il faut que je me débrouille. Je peux pas juste le faire au service au volant. Ah oui, non, hein, oui. Mais est-ce que ça veut dire que tu as même fait tes études secondaires à Thetford? Oui, à la polyvalente de Thetford, puis mes études collégiales en sciences de la nature au cégep ici à Thetford. Ah oui? Oui. Par la suite, j'ai fait pharmacologie à l'université à Sherbrooke, avant de plonger en médecine pédiatrique. Ah bon, alors est-ce qu'on peut dire que tu as des connaissances, bien, pharmacologie, oui, tu pourrais être pharmacienne? Non. Non? Ah bon, Non, OK. c'est pas le même programme. Il y a deux programmes, pharmacologie et pharmacie. Pharmacologie, c'est plus au niveau des recherches médicales. C'est très, très bien. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses, sauf que j'ai plus ou moins aimé mes stages. C'est en laboratoire de recherche, puis j'avais pas de contact humain. Déjà, ma surdité me met dans une certaine bulle. Oui. Fait que j'avais besoin de voir du monde, besoin d'avoir des contacts. C'est pour ça que j'ai pas continué là-dedans. OK. Aujourd'hui, Et je voulais être docteur depuis l'âge de 3 ans. Je le savais. Et aujourd'hui, dans ta pratique, là, quand les gens vont te voir, puis j'imagine que la plupart de tes patients savent à qui ils ont affaire, mais est-ce qu'il y a un malaise ou un inconfort de voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là, bien que pour les pieds, c'est peut-être moins grave là, d'arriver et de dire qu'on a mal aux pieds, alors que peut-être d'autres parties du corps, c'est plus gênant, je ne sais pas. Comment vous voyez ça, tous les deux, là, toutes les deux? Bien, je vous avoue que cette année, les dernières années, je m'en rends plus compte. Ah bon? Pourquoi? Bien, je vous dirais parce que 85 des personnes savent déjà que je suis sourde, vu qu'il y a beaucoup de références ou le bouche à oreille. Le monde finit par me connaître. Mais les premières années en pratique à Brossard, effectivement, des fois, il y avait un petit malaise. Par exemple, les personnes âgées, les petites sœurs ou ils me disaient « Ah, pauvre petite, je sais pas comment tu fais. C'est vraiment plate pour toi. » Moi, je lui répondais « Ouais, mais si je serais pas sourde, je serais pas ici. » J'imagine que dans ta pratique d'aujourd'hui, tu as commencé à te développer. Là, on dit que tu es ici depuis quelques années. Tu as commencé à te développer, à avoir une clientèle. Mais est-ce que les gens qui nous écoutent ce soir, là, puis qui voudraient, qui disent, moi, là, j'ai des problèmes avec mes pieds, je vais aller la voir. De quelle façon s'y prendre? Est-ce que les rendez-vous peuvent se prendre assez rapidement? Oui. Il y a certaines façons de prendre des rendez-vous. On peut appeler à la clinique. Ah ben alors, on va te donner le numéro de téléphone. Alors, c'est quoi? Le numéro de téléphone, c'est le 418-603-3600. Alors, Luc va sûrement se faire un plaisir de l'indiquer juste ici en bas, là. Alors, je le répète pareil, 418-603-3600. Oui. Ça, c'est une façon. Oui. Par adresse courriel aussi. Ah bon, alors allons-y. www. Ça, c'est notre site web. Ah, oui. www.drelessard. Ah, OK. Pour drlessard.com. Exactement. drlessard.com. Oui. Luc va sûrement se faire un plaisir de le mettre aussi. Elle dit, sauf que on ne peut pas faire de consultation par courriel ou par téléphone ou sur Facebook parce qu'on ne voit pas la personne. Oui. Par exemple, quelqu'un qui a mal au talon, il me dit plein de choses, mais moi, si je ne le vois pas. Des fois, il y a des personnes sourdes qui vont communiquer avec moi par Facebook pour prendre des rendez-vous parce que les autres, ils ne peuvent pas appeler. Malheureusement, le temps de l'émission est déjà écoulé. Je vous l'avais dit au début de l'émission que ce serait court, hein, une demi-heure avec vous autres. Vous avez raison, oui. Alors, Audrey, je te félicite. Je te souhaite de longue vie,
dans ta carrière. Et José aussi. Merci beaucoup d'avoir été les oreilles d'Audrey pendant toute l'émission. Et vous, chers amis, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.